Mesdames et messieurs, il est plus de 20h30 passé. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, la première section de l'autoroute Antananarivo-Toamasine AR1 est désormais ouverte aux usagers. La voie reliant directement à Moutfassni-Amoymang est accessible à tous. Il ne s'agit que d'un premier tronçon prélude à l'ensemble du projet qui doit rejoindre Toamasine. Les travaux se poursuivent sans relâche jusqu'à ce que la AR1 atteigne la capitale portuaire, a affirmé le président Ange Razuelna qui a procédé à l'inauguration ce matin. La cérémonie s'est déroulée en présence d'imminentes personnalités de la SADC, parmi lesquelles le roi Mswati III, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le premier ministre du Lesotho Sam Matekane et le secrétaire exécutif de la SADC Elias Magossi. Est également sur place Jodigal Rangenerine et Antranzanjebe. Le tronçon reliant Moutfassni-Amoymang, première étape de la R1, la toute première autoroute de Madagascar, est ouvert. Déjà, les habitants constatent le changement. Comme à Moutfassni, ce village encore méconnu il y a 20 ans, qui s'apprête à devenir une localité dynamique et connue de tous. Les travaux de construction de l'autoroute se poursuivent jour et nuit pour un total de 250 km. L'infrastructure pourra accueillir jusqu'à 4 voies de circulation. Alors qu'il faut actuellement 10 à 12 heures pour rallier Antananarivo à Toamasine par la RN2, ce temps sera réduit à seulement 2h30 une fois l'autoroute achevée. Une transformation majeure qui impactera positivement de nombreux secteurs. Madagascar ne construit pas seulement une infrastructure mais bâtit son avenir. 8 km sont déjà à présent ouverts à la circulation. Mais au-delà de cette distance, c'est la preuve concrète que le projet avance et que la construction de l'autoroute n'est pas une vaine promesse. Pour mémoire, la RN2 date de 1901. Avec l'accroissement démographique, la multiplication des véhicules et la dégradation de la route, les déplacements sont devenus de plus en plus difficiles. L'autoroute était le rêve de tous depuis des décennies. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. Une foule nombreuse s'est rassemblée sur le site du PK0, impatiente de fouler en premier ce tronçon tant attendu. Aux côtés du président Ange Razuelna et de son épouse, les hôtes de Madagascar pour ce sommet de la SADC, le roi Mswati III, le président Emmerson Mnangagwa, le premier ministre Sam Matekane et le secrétaire exécutif Elias Magossi ont également parcouru les premiers kilomètres. Dans leur échange, tous ont exprimé leur vif intérêt pour Madagascar, son histoire et le développement visible qui s'opère actuellement dans la grande île. Et les membres des délégations des 15 États membres de la SADC ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation du 45e sommet à Madagascar, tant sur le plan logistique et technique que pour l'accueil et l'hospitalité. Selon eux, Madagascar dispose de toutes les potentialités et a beaucoup à offrir au continent africain. Ils ont également souligné que les efforts des dirigeants malagasy sont visibles à travers les différentes infrastructures ainsi que les efforts entrepris afin de franchir le cap du pays en développement et tendre vers le rang des pays développés. Écoutons-les. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a été bien accueillis à l'aéroport, conduits à l'hôtel et jusque-là, nous sommes bien pris en charge. J'ai suivi avec attention les discours de votre président. Il a été très pragmatique. C'est-à-dire, il a souligné les points qui sont importants pour l'Afrique, l'industrialisation, la mécanisation de l'agriculture, tous ces points, c'est ce dont on a besoin pour faire décoller l'Afrique aujourd'hui. On voit cet effort de sortir du sous-développement vers le développement à travers les infrastructures, les routes, les immeubles, etc. J'ai vu ce que Madagascar pourrait offrir à l'Afrique. L'organisation de ce sommet, c'est exceptionnel. Et vraiment, c'est une fierté, avec une fierté que je vous adresse. Et je dois dire que dans le cadre de la présidence de SADC, et d'ailleurs, je dois féliciter le président pour son allocution, pour son engagement, pour son leadership dans cette affaire. Je compte revenir ici pour qu'on puisse aussi appuyer les pays afin que ce pays atteigne les objectifs déjà stipulés par le président pour que non seulement Madagascar devienne un pays exemple de prospérité, mais aussi c'est ce que Madagascar pourrait offrir au continent
à ce que le continent sorte de cet enclavage de pauvreté, enclavage de non-employabilité. Donc on est là pour vous appuyer, pour appuyer les pays et le gouvernement dans cette démarche. Restons toujours dans ce contexte de relations internationales et de diplomatie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Tsa Christian, a quitté le pays hier soir en direction du Japon à la tête de la délégation malagasy qui participera à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, UTICAD. L'événement se tiendra au Yokohama du 20 au 22 août 2025. Conformément à la décision du président de la République, Andry Rajoelina, le Premier ministre représentera Madagascar à ce grand rendez-vous international. Le thème retenu pour cette édition est Ensemble pour trouver des solutions innovantes pour un renouveau avec l'Afrique. La TICAD réunit des chefs d'État, des ministres, des institutions ainsi que de nombreux acteurs du secteur privé et des organisations issues à la fois des pays africains et du Japon. Dans la suite des actualités de ce jour, parlons économie. La réalisation d'infrastructures à Madagascar est primordiale, notamment pour le secteur du tourisme, a déclaré aujourd'hui la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa. Elle a également souligné que nous devons tous unir nos efforts pour poursuivre le développement de Madagascar au lieu de critiquer les réalisations. Reportage signé Roussel Rakutmalal et Sechenjenap. L'achèvement de la route de 8 km reliant Boutfas-Nabouymangarouf contribuera à l'augmentation du nombre de visiteurs du site d'Aboumangarouf, selon la ministre du Tourisme et de l'Artisanat Viviane Dewa. Cette nouvelle infrastructure réduit également le temps de trajet des usagers venant d'Annalamains, d'Ambutchajab et des environs. Elle a félicité le président Andry Rajoelina pour son leadership qui a rendu possible la concrétisation de ce projet. Durant les 6 années de gouvernance du président Andry Rajoelina, de nombreuses infrastructures ont été réalisées et peuvent toutes être exploitées dans le domaine du tourisme, a-t-elle indiqué. À titre d'exemple, le téléphérique sera intégré dans les circuits touristiques de la capitale, sans oublier l'ensemble des routes rénovées dans les zones à forte fréquentation touristique, notamment les routes de Sainte-Marie, de Fort-Dauphin et entre autres. La ministre a également adressé ses félicitations et ses encouragements au président Andry Rajoelina dans ses nouvelles et importantes responsabilités au sein de la SADC. Cela contribuera également à accroître le nombre de touristes à Madagascar, puisque d'après ses explications, le pays accueillera 400 réunions et grands événements au cours de l'année à venir. Et quelques mots concernant la météo actuelle. La météo Madagascar a publié un avis de vigilance en raison de la violence des vents. Selon le communiqué du service météorologique, des rafales pouvant atteindre 55 km/h sont attendues dans plusieurs zones entre Impani et Tolania du 18 août 2025 jusqu'à la nuit de 19 août 2025. Entre Madzing et Analalav du 18 août au soir jusqu'à mardi 19 août 2025. Entre Antala et le cap Bumbaoumbi le mardi 19 août. Ces vents violents pourraient perturber la circulation, provoquer des difficultés en mer et affecter les activités économiques quotidiennes, selon toujours les prévisions de la météorologie. Une alerte rouge a été émise pour les zones allant d'Impani à Tolania ainsi que de Madzing à Analalav, tandis qu'une alerte jaune est en vigueur pour la zone allant d'Antala au cap Bumbaoumbi. Dans l'actualité sportive de ce soir, les enfants commencent à apprécier le judo. En effet, c'est à la fois une discipline sportive accessible à tous, mais surtout parce que le judo éduque aussi bien sur le plan moral que spirituel. Fernando Tarsoulf nous en dit plus. Les enfants commencent à s'intéresser à l'apprentissage du judo, surtout en cette période de vacances. Dans ce centre d'apprentissage situé à l'annexe Jules Ferry Faravouch, le nombre de pratiquants a doublé par rapport à la période scolaire. Car au-delà d'une simple discipline sportive, le judo est également une école d'éducation et de formation humaine. L'établissement dispense des cours tout au long de l'année. La reprise des activités sportives est prévue en septembre en accord avec le calendrier appliqué par le Kodokan au Japon, d'après les explications. Les entraînements et l'éducation au sein de ce centre ne se font pas uniquement en salle. Elles s'étendent également à des séances en plein air afin de favoriser le développement intellectuel et psychologique des enfants, toujours selon les précisions. Dans les actualités internationales, un pompier est mort dans le nord-ouest de l'Espagne à la suite d'un accident, a indiqué ce lundi le gouvernement de la région de Castille et Léon, portant à 4 le nombre de morts dans les incendies qui ravagent l'Espagne depuis plus d'une semaine. Plus de 70 000 hectares ont brûlé en Espagne ces derniers jours selon le système européen d'information sur les incendies de forêt. Des maisons éventrées, des amas de tôle et de l'électroménager calciné. Dans le village de Valdeorras, au nord-ouest de l'Espagne, le feu a presque tout détruit sur son passage. Les habitants découvrent avec stupéfaction l'ampleur des dégâts.
En 75 ans, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais vécu cela. Ça venait d'en bas et c'était comme un ouragan. Heureusement, en 2 minutes, ça s'est dirigé vers le haut et ça n'est pas resté longtemps ici. Sinon, notre maison aurait brûlé. Les incendies, alimentés par des vents forts et des températures atteignant les 40 degrés, continuent de s'étendre dans le nord-ouest du pays. Pour épauler les secours espagnols débordés, ces habitants tentent eux aussi de lutter contre les flammes à l'aide de simples tuyaux d'arrosage. Nous étions stressés parce que le feu s'approchait des maisons. Nous sommes très reconnaissants car tout le monde est venu pour éteindre le feu. Puis les pompiers sont arrivés et ils ont bien fait leur travail et le feu n'a finalement pas atteint les maisons. Ces derniers jours, 70 000 hectares ont brûlé en Espagne, 157 000 depuis le début de l'année. Et dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens se multiplient et face au flot de victimes, les cimetières débordent. Les familles sont dans l'impossibilité d'enterrer dignement leurs défunts. France 24 nous en dit plus. Déjà contraints de dire adieu à tant d'êtres chers, les Gazaouis doivent désormais prendre des décisions déchirantes lorsqu'il s'agit d'enterrer leurs proches. Les tombes sont rouvertes, partagées par de nombreuses victimes, faute de place. Nous avons enterré un ami ici, hier. Et aujourd'hui, nous avons rouvert la même tombe pour enterrer mon cousin, qui a été tué. Nous faisons cela parce qu'il y a une pénurie d'espace funéraire. À cause des bombardements incessants menés par Israël dans la bande de Gaza, les cimetières manquent d'espace pour accueillir de nouvelles victimes. Malheureusement, il ne reste plus aucun cimetière digne de ce nom. Ceux que nous avions autrefois sont désormais sous le contrôle de l'occupation israélienne. Nous rencontrons de nombreuses difficultés pour enterrer nos proches. Parfois, les gens sont contraints d'enterrer leurs proches sur les trottoirs ou dans les rues avoisinantes. Après 22 mois d'attaques intensives, la bande de Gaza n'est plus qu'un champ de ruines. Depuis fin juillet, Israël autorise les pays à larguer de l'aide au-dessus de l'enclave assiégée, après que des images de Gazaouis affamés aient suscité l'indignation internationale. Jeudi dernier, 100 ONG ont condamné l'armée israélienne pour avoir entravé l'acheminement des secours. Des accusations niées par le gouvernement qui affirme que le Hamas a systématiquement détourné l'aide humanitaire. Selon l'ONU, depuis mai, plus de 1700 Palestiniens ont été tués alors qu'ils cherchaient de l'aide à Gaza. Et en quelques heures, les dirigeants européens ont été nombreux à se déclarer présents pour soutenir Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre avec Donald Trump à Washington. Kiev est sommé par le président américain d'accepter les concessions après le sommet Trump-Poutine qui n'a pas permis d'arrêter les combats en Ukraine. France 24 toujours. En quelques heures à peine, les dirigeants européens ont été nombreux à annoncer qu'ils seraient aux côtés de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche lundi. Ils sont déterminés à prouver qu'ils ont leur mot à dire concernant la résolution de la guerre. La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche en fin de matinée qu'elle serait également présente à Washington avant de recevoir le président ukrainien à Bruxelles pour les discussions de la coalition des volontaires. Il est crucial que l'Europe soit aussi unie aujourd'hui qu'elle l'était au tout début, comme en 2022 lorsque la guerre à grande échelle a commencé. Cette unité contribue réellement à instaurer une paix véritable et elle doit rester forte. Notre position est claire. Les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force. Ces décisions doivent être prises par l'Ukraine et l'Ukraine seule. Et ces décisions ne peuvent être prises sans que l'Ukraine soit présente à la table des négociations. La réunion de lundi intervient quelques jours après le sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. La discussion entre les deux chefs d'État, qui a duré plus de 3 heures, s'est conclue sans accord de cessez-le-feu. Lundi, ce sera la première fois que Volodymyr Zelensky remettra les pieds dans le bureau ovale après son entretien houleux avec Trump et le vice-président J.D. Vance en février dernier. Une réunion qui avait galvanisé le soutien de l'Europe. Cette fois-ci, le président ukrainien ne sera pas seul. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Riva. Au revoir.